Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Nous nous retrouvons ce soir pour aborder le thème des classes préparatoires scientifiques cette année, individus et communautés. Je poursuivrai ce soir le travail entamé il y a déjà 2 séances sur l'auteur Spinoza, le deuxième auteur du programme, avec son traité théologico-politique, et ce soir nous aborderons le chapitre 17, qui est un chapitre central sur notre thème, sur la dualité entre l'individu et la communauté, en l'occurrence ici entre les individus et l'État. Adossé au chapitre précédent, le chapitre 16, qui affirmait qu'un homme est doté de droits naturels inaliénables, ici l'auteur part d'abord de considérations générales pour montrer qu'on ne cesse jamais d'être un homme lorsqu'on est gouverné par un souverain, lorsqu'on appartient à un État. Donc on ne peut pas encore abandonner quelque chose comme notre droit individuel, notre droit naturel propre. Ce qu'il suggère en disant ceci, nul ne pourra jamais cesser d'être homme. Cette idée, elle est importante parce que elle suggère qu'un homme reste ce qu'il est. L'État ne nous fait pas changer fondamentalement. L'État ne transforme pas l'homme. Sa nature sera toujours de favoriser son intérêt propre. C'est le droit de nature qui insuffle à chaque individu la volonté de persister, de persévérer dans son être, quoi qu'il en soit. Toute la difficulté, donc, lorsque l'on vit dans un État, c'est d'accepter d'être gouverné, d'accepter d'obéir aux injonctions des souverains, des gouvernants. Étant donné qu'aucun être humain ne renonce complètement à être le souverain de lui-même, du fait du droit naturel, on ne peut imaginer un individu qui s'aliénerait absolument, qui obéirait totalement. Or, il existe chez les souverains un certain fantasme, qui n'est pas tout à fait mort, je crois, qui consiste à croire qu'il pourra faire, ce souverain, tout ce qu'il a prévu de faire, comme il a prévu de le faire, sans aucune forme de résistance face à lui. Et cela, Spinoza le conteste. Je le cite, « Il n'y aura jamais de souverain qui puisse tout exécuter comme il voudra. » Pour le dire autrement, l'omnipotence, le pouvoir absolu, le fait de soumettre tout un peuple à l'obéissance, ça relève du fantasme. Un fantasme politique qui a la dent dure, mais qui n'est qu'un fantasme, puisque face au pouvoir et à la souveraineté, une nature humaine résiste. On ne peut pas tout commander à la nature humaine. Autrement dit, le dernier mot revient encore à l'individu. Un homme politique ne peut pas demander n'importe quoi. Il ne peut pas, par exemple, commander des comportements absurdes, contraires absolument à ce qui serait naturel de faire ou de ressentir. Il ne peut pas commander, par exemple, à un sujet d'avoir en haine son bienfaiteur. Détester celui qui nous fait du bien, qui est notre bienfaiteur, c'est absurde. Si mon souverain passe son temps à m'humilier ou à m'injurier, par exemple, il est normal que je ressente spontanément quelque chose du fait de cette offense, que j'y réagisse, que je ressente cette offense comme une offense. Autrement dit, l'individu, c'est une force de résistance à l'endroit de toute forme d'obéissance qui serait illégitime. Et l'expérience en donne une preuve pratique d'après Spinoza. C'est que aucun État, aucun roi, aucun prince, qui ne soit dans une relative crainte de ses sujets. Un individu peut donc être une menace pour l'État, car quelque chose d'irréductible en lui, sa nature humaine, le conduit à ne jamais s'asservir absolument et à résister à cette absolue soumission, surtout lorsqu'elle contredit son bon sens naturel. Et les rois, les princes, l'État en général, le sait bien, puisque ces hommes politiques vont développer des techniques pour inféoder les individus, pour les soumettre, sachant qu'ils les savent être leurs premiers ennemis. Autrement dit, le premier ennemi de l'État, ça n'est pas un autre État à l'extérieur des frontières. Le premier ennemi potentiel de l'État, c'est l'individu qui est à la source de tout. Autrement dit, si cet État, l'individu l'a voulu, l'a souhaité, il peut aussi vouloir sa destruction. Si l'individu a trouvé intérêt à ce que l'État existe, il est aussi celui qui aura toujours un droit de regard sur la pertinence, la légitimité d'un État. Est-ce que l'État continuera de lui apporter tous les bénéfices qu'il en espère, et là l'État perdurera, ou est-ce que l'individu s'affrontera à l'État qu'il a lui-même élaboré pour le détruire, puisque cet État lui commande
une obéissance contraire à son droit naturel et ne lui sert plus, n'est plus son bienfaiteur. Spinoza insiste assez lourdement sur la menace que constituent les citoyens pour la cité elle-même. Je le cite, « On n'est jamais arrivé au point que la sécurité de l'État fût moins menacée par les citoyens que par les ennemis du dehors. » Et il illustre longuement cet argument en évoquant des guerres internes, des guerres civiles, qui ont détruit la société de l'intérieur, Vespasien contre Vitellius à Rome par exemple, ou Alexandre le Grand, menacé par les siens plus que par ses ennemis externes, ou encore son père, Philippe de Macédoine, qui, je cite, « fut plus en sécurité à la tête de ses troupes qu'au théâtre ». Et si Philippe est plus en sécurité donc dans son armée qu'au théâtre, on peut se poser la question suivante. Est-ce que pour l'individu, ce qui est le plus à craindre, c'est l'État ou la famille ? Car là, c'est dans le cadre privé, le cadre le plus proche, que se situe le plus grand danger pour Philippe, au théâtre avec les siens. Alexandre, nous dit Spinoza, était menacé par les siens, donc par ses amis politiques, par ses alliés. Je note, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ici, Alexandre et Philippe ne sont pas abordés en tant qu'individus, mais en tant que représentants de l'État. Ils incarnent ici l'État. État menacé par les citoyens les plus proches de ces deux princes, les siens pour Alexandre, le théâtre pour Philippe. Alors, si les êtres humains sont naturellement récalcitrants, indomptables, insoumis, comment fait le prince ou le roi pour faire obéir son peuple à sa loi ? Plusieurs possibilités sont envisagées par Spinoza dans ce chapitre. La première étant l'usage de la violence. Si l'individu constitue une menace pour l'État, alors l'État n'obtiendra de ses sujets une soumission complète qu'en les y contraignant, et la contrainte première, c'est la violence. Et en effet, un souverain qui exerce un pouvoir absolu sur un être humain sera nécessairement, d'après Spinoza, un gouvernement violent. Puisque les princes et les rois craignent leurs sujets, leur capacité de rébellion, de résistance individuelle, alors il faut peut-être détruire dans l'œuf cette capacité de réaction en contraignant le sujet. À l'époque de Spinoza, on pouvait se débarrasser de ses opposants politiques en les condamnant pour crimes de lèse-majesté. Au XXe siècle, on pouvait envoyer tout opposant dans les goulags. Donc retenons que pour tout régime qui chercherait une soumission absolue de ses sujets, pas d'autre choix que de mobiliser pour cela la violence, la contrainte. Or, il se trouve que Spinoza ne croit pas tout à fait à cette possibilité d'un gouvernement d'être violent de manière si radicale. Il faudra toujours qu'un gouvernement, s'il veut perdurer, soit un peu plus souple que cela, parce que la domination absolue met l'État en danger. Machiavel, un siècle et demi à peu près plus tôt, indiquait déjà aux princes qu'ils ne devaient pas user seulement de violence au point de se faire haïr de ses sujets, car il fragilisait son autorité en étant haï de tous. Il faut non pas être cruel, mais savoir l'être dans des circonstances qu'il exige, et savoir être bon, ou paraître plutôt bon, paraître cruel, paraître bon, porter les masques de la bonté ou de la cruauté, selon que les circonstances l'exigent. Et plus concrètement, si Spinoza ne croit pas à cette possibilité d'un gouvernement de n'être que violence et domination absolue, c'est qu'il y a toujours des failles à ces systèmes, les individus passent toujours un peu entre les mailles du filet, et heureusement parce que si ça n'était pas le cas, s'il n'y avait pas de soupape de décompression à cette cocotte minute du pouvoir absolu, l'État lui-même serait au bord de l'explosion, serait en grand danger. Or précisément, un État en général n'use pas que du seul expédient de la crainte ou de la contrainte, de la violence pour soumettre ses sujets. Il a d'autres armes, peut-être un petit peu plus subtiles, il a d'autres moyens pour que les hommes obéissent, notamment des moyens d'ordre plus psychologique que la contrainte du corps, qui serait donc plus psychologique, c'est-à-dire des contraintes de l'âme. Il y a un pouvoir exercé sur le corps, la contrainte physique, la violence, et un pouvoir exercé sur l'âme, qui consisterait à attiser les passions humaines. Et ce pouvoir est, d'après Spinoza, le plus puissant d'entre tous, puisqu'il mène les hommes en usant de leur nature même, en flattant cette nature même.
Les êtres humains ne raisonnent pas toujours, il a insisté sur ce point dans le chapitre 16, les êtres humains ne sont pas que des êtres de raison, ils sont plutôt travaillés par leurs affects. Ils réagissent affectivement, ils réagissent passionnellement, et les causes passionnelles de l'obéissance, elles existent. Il en évoque 3 essentiellement, la crainte du châtiment, l'espoir d'obtenir quelque chose de plus, et l'amour de la patrie. Donc un individu peut être non pas contraint par la force, le couteau sous la gorge, mais plutôt obligé par l'amour, la crainte et l'espoir. Je distingue à la manière de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, le concept de contrainte et celui d'obligation. On considère que la contrainte est ce qui est caractérisé par quelque chose qui s'impose de l'extérieur, mais qui est refusé par le sujet lui-même. Donc si je donne ma bourse parce qu'on m'a mis le couteau sous la gorge en me disant la bourse ou la vie, j'agis sous la contrainte. En revanche, l'obligation se distingue de la contrainte en tant qu'elle émane d'un mouvement intérieur. J'adhère moi-même à quelque chose, je le fais de mon propre mouvement. Par exemple, si vous payez vos impôts parce que vous croyez à la redistribution sociale, vous ne le faites pas contraint, mais obligé par vous-même en quelque sorte, c'est-à-dire par votre goût de la solidarité sociale. Donc, lorsqu'on aime sa patrie, on ne fait pas la chose parce qu'on nous y contraint de l'extérieur, mais parce qu'on a cet amour en nous. Lorsqu'on fait quelque chose par crainte du châtiment, cette crainte, elle est intime, elle est interne. Idem pour l'espoir d'un bienfait supérieur. Voici ce qu'il écrit. L'obéissance ne concerne pas tant l'action extérieure que l'action interne de l'âme. À travers l'action interne de l'âme, on retrouve bien, donc, je vous le disais, ce thème de l'obligation. Le pouvoir le plus grand, donc, n'est pas celui des tyrans qui contraignent, mais celui des hommes politiques qui exercent une influence plus subtile, une influence interne sur les âmes, suscite un goût de la patrie. Il écrit à ce sujet « Celui-là donc est le plus sous le pouvoir d'un autre qui se détermine à obéir à ses commandements d'une âme entièrement consentante. » Et à l'heure d'une réflexion sur le consentement, notamment sexuel, il est intéressant de voir comment on peut fabriquer du consentement. Ici, c'est le cas. L'homme politique a produit les conditions d'un consentement entier, d'une âme entièrement consentante, à l'obéissance à ses propres commandements. Quand un pouvoir obtient notre plein et entier consentement, alors nous sommes sous son pouvoir, voire peut-être sous son emprise. On parle aujourd'hui de l'emprise amoureuse par exemple. Le pouvoir sur les âmes consiste à faire croire, à faire aimer et à faire haïr. Croire pour l'espoir, aimer, puisqu'on a parlé de l'amour notamment de la patrie, et haïr le châtiment que l'on redoute bien évidemment. L'être humain, l'individu, use assez peu de sa raison, et le naturel passionnel des hommes a tendance à revenir au galop. Un homme, ça la cherche d'abord son plaisir, sa satisfaction individuelle. Spinoza écrit à ce sujet « Non la raison, en effet, mais les seuls affects de l'âme la gouvernent. » Il écrit cela à propos d'une foule qui ne raisonnerait pas et qui serait facilement corruptible par un gouvernement qui lui ferait craindre le pire, mais aussi aimer peut-être quelque chose. Comme lorsque l'on corrompt un peuple en lui promettant de satisfaire ses désirs, en lui promettant le luxe. Il est facile d'être corrompu par le luxe et l'avidité. La foule est une somme d'individus. Elle n'est pas une abstraction. Dans cette foule, il y a chacun de nous. Et chacun est absolument convaincu de tout régir selon sa propre complexion, explique Spinoza, c'est-à-dire que chacun est convaincu d'être le seul à tout savoir et ne voit que son intérêt privé dans cette affaire. C'est à l'occasion de ce raisonnement que Spinoza donne une très belle définition de ce qu'on appellera au début du XIXe siècle l'individualisme. Je le cite. « Chacun pense être seul à tout savoir et veut tout régler selon sa complexion. » Vous le constatez, si chacun ne suit que son intérêt privé, il va être difficile d'insuffler le goût de l'intérêt commun. Il va être difficile d'obtenir que l'individu écoute cette capacité qu'est la raison à penser au-delà de soi-même, de manière non subjective mais objective, en dépassant le cadre de son intérêt propre pour penser des intérêts plus vastes, étant donné que chacun de nous
ne pense qu'à soi, si bien que l'état le plus habile, c'est donc celui qui arrivera à susciter quelque chose de l'ordre de cet affect. Fabriquer un état, en tout cas, c'est, dit-il, une œuvre laborieuse. L'état est un colosse aux pieds d'argile, toujours menacé de destruction par des individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Cette fabrication est pourtant nécessaire. Il faut une cité, il faut des institutions. La nécessité, écrit Spinoza, a bien obligé les hommes à y pourvoir. Autrement dit, c'est eux qui ont décidé de fabriquer l'État. Ils y ont trouvé leur compte, leur intérêt. Si l'État apparaît donc comme une nécessité, si l'État est nécessaire aux êtres humains, mais que malgré tout, quelque chose en l'être humain résiste à l'obéissance à l'État, l'État a donc tout intérêt à multiplier les moyens de faire obéir ces sujets. On a évoqué les moyens physiques, l'extrême violence de la contrainte, on a évoqué des moyens psychologiques, susciter la passion, éveiller l'intérêt. Il y en a un troisième que nous aborderons la fois prochaine, qui est l'élaboration d'un régime particulier qui s'appelle la théocratie ou pouvoir divin. Car s'il est si difficile de faire obéir des hommes à d'autres hommes, des gouvernés à des gouvernants, c'est d'abord parce qu'ils sont tous des hommes, explique Spinoza. Pourquoi obéirais-je à un homme ? Ce n'est qu'un homme. Voilà ce que se dit chacun d'entre nous. Raison pour laquelle l'une des propositions que nous aborderons donc dans une séance ultérieure serait d'obtenir l'obéissance en faisant non pas obéir à un homme, mais à quelque chose de plus puissant qu'un homme, la divinité elle-même. Cette séance s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le soutenir d'un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.